Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Popcorn pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cinéma et plus précisément d'un film écrit et réalisé par un jeune monsieur hollywoodien dont vous avez peut-être déjà entendu parler, James Cameron. Pour commencer, nous allons donc contextualiser un petit peu l'idée générale du film, à savoir que le projet est né très tôt dans la tête du jeune monsieur Cameron alors qu'il était encore au lycée. En effet, il confie avoir eu la toute première vision de ce projet alors qu'il était en cours de biologie et que son professeur était en train de réaliser une expérience à base d'eau, de colorants artificiels et d'une petite lumière. Lumière créant des reflets et des formes étranges dans l'eau, James Cameron se demande alors mais qu'est-ce qui se passerait si quelque chose d'étrange se cachait à l'intérieur de cette obscurité ? À partir de ce moment-là, naît une vraie passion pour le monde sous-marin dans la tête du jeune monsieur Cameron. Des années plus tard, alors que le réalisateur est en vogue à Hollywood, notamment après la sortie du film Terminator, il se demande ce qu'il pourrait maintenant mettre en image. Et là, revient la vision qu'il a eue lorsqu'il était au lycée et il se dit « c'est décidé, je vais réaliser le film de ma vie, Abyss ». Le pari est assez fou, sachant que pour l'époque, les effets spéciaux étaient vraiment compliqués à mettre en œuvre et Cameron a pour objectif de réaliser le moins de CGI possible. Il désire tourner entièrement dans l'eau avec des décors naturels et des acteurs qui se cailleront les miches toute la journée dans des bassins artificiels. Le film sort donc en 1989 et devient le premier projet mélangeant cinéma, plongée sous-marine et science-fiction. Mais alors, Abyss, qu'est-ce que ça vaut au final ? Le film s'ouvre donc sur un sous-marin nucléaire de l'armée américaine, l'USS Montana, qui reçoit un signal étrange sur leur radar. L'objet non identifié frôle le sous-marin à une vitesse démesurée, ce qui provoque une réaction en chaîne menant à une collision avec une falaise sous-marine. Malgré les efforts de l'équipage, le vaisseau finit donc par sombrer et disparaître au fond de l'océan. Non loin de là, on retrouve donc une station de forage sous-marine installée au bord d'une falaise. Ça va avoir sa petite importance un peu plus tard dans le film. Ils sont donc contactés en urgence par l'armée américaine pour pratiquer une mission de sauvetage afin de secourir les éventuels survivants du crash. D'abord sceptiques à l'idée de risquer leur peau, les membres de l'équipage finissent donc par accepter lorsqu'on leur propose une prime équivalent à 3 fois leur salaire actuel. Une équipe de militaires de l'US Navy dirigée par le lieutenant Coffey rejoint donc notre petit groupe à l'intérieur de la station. Accompagné par Lindsay qui se trouve également être l'ex-femme de Bud qui lui est le chef de la station pétrolière. Après que l'un des membres ait présenté à l'équipage une invention révolutionnaire sous forme d'un liquide expérimental utilisé notamment pour permettre à un plongeur d'aller à des profondeurs impossibles pour un humain respirant de l'air, l'équipe d'intervention composée de Bud, Coup de Bol, Coffey et un des acolytes dont j'ai complètement oublié le nom partent ensemble vers l'USS Montana pour effectuer la fameuse mission de sauvetage. Les 4 plongeurs s'aventurent donc à l'intérieur de l'épave engloutie, mais comme si c'était pas prévisible, après avoir croisé de nombreux cadavres en décomposition, l'un d'eux commence à faire une crise de panique et décide donc de rester à l'avant du sous-marin en laissant les autres s'aventurer et chercher les éventuels survivants en fait tout simplement à l'intérieur. Après quelques minutes seul, le dénommé Coup de Bol aperçoit une étrange lueur mauve qui lui donne la peur de sa vie. Pris de panique, il convulse et finit par tomber dans les vapes. Le reste de l'équipe parvient à le rapatrier dans la station, mais le plongeur est plongé dans le coma, sans mauvais jeu de mots. Après que Lindsay ait également aperçu l'étrange lueur au moment de rejoindre la station, tout l'équipage se met d'accord pour convenir qu'il s'agit d'un sous-marin soviétique de nouvelle génération. L'armée américaine milite donc en secret les membres de l'équipe militaire de récupérer les têtes nucléaires de l'USS Montana et de les armer en guise de prévention. Comme si la situation n'était pas assez épineuse, un ouragan nommé Fred s'abat sur la zone des opérations. Pendant ce temps-là, Coffey et ses hommes empruntent illégalement le rover afin de retourner sur le lieu du crash de l'USS Montana et de récupérer les têtes nucléaires. Là où on va avoir un problème, c'est que le rover qu'ils ont emprunté est en fait destiné à effectuer les protocoles de sécurité en cas notamment de tempête, principalement en détachant la station pétrolière sous-marine du reste de la plateforme qui se trouve en fait à la surface. Vous le voyez arriver là, hein. L'ouragan va donc arracher la grue auquel est reliée la station et n'ayant pas pu détacher le câble à temps, la station de forage tout entière se retrouve entraînée par le poids de la grue qui sombre peu à peu au fond de la fosse. L'eau s'engouffre dans la station, ça bouge dans tous les sens, plusieurs membres du personnel se retrouvent d'ailleurs coincés par les portes de sécurité et finissent donc par se noyer sous les yeux de Bud impuissant. Suite à ça, la station se fait donc tracter et vient finir sa course juste au bord du précipice. Vous vous souvenez la fameuse falaise dont on a parlé préalablement? Eh bien la station se retrouve juste au bord. Sans aucune nouvelle donc de la surface et sans moyen de remonter, les survivants se retrouvent coincés au fond de l'océan.
Mais alors que Lindsay sort afin d'effectuer des réparations à l'extérieur de la station, elle tombe à nouveau nez à nez avec l'étrange forme fantomatique et phosphorescente avant que celle-ci ne disparaisse à nouveau au fin fond du précipice. Une fois remontée à l'intérieur de la station, elle tente donc de convaincre les autres de ce qu'elle a vu lors de sa plongée. Mais n'ayant pas pu prendre une photo convenable de la créature, elle peine à convaincre les autres survivants. Dans une ambiance d'ailleurs un petit peu trop détendue par rapport au fait qu'ils viennent de perdre la moitié des membres de leur équipage. Mais bon. Pendant ce temps-là, Coffey, victime du mal des profondeurs et prêt à tout pour remplir sa mission, arme la tête nucléaire récupérée secrètement sur l'USS Montana. L'équipage finit par le découvrir et les tensions commencent à éclater au sein de la station. En bref, ça se chamaille un petit peu, mais ça s'accorde sur le fait qu'il vaut mieux pas trop énerver le bonhomme. S'ensuit donc l'apparition d'une des créatures. Ça finit donc de convaincre tout le monde sur l'existence d'une vie extraterrestre au fond de l'océan. Le lieutenant Coffey, pris de panique et livré à la démence, prend donc le contrôle de la station par les armes et enferme l'équipage. Coffey s'enferme donc dans le sas de plongée avec la bombe, cependant que l'équipage est finalement libéré par Coup de bol qui se réveille de son coma. Un véritable coup de bol finalement. Toutes les portes étant verrouillées, Bud décide de passer par l'extérieur de la station et de rejoindre l'entrée du sas à la nage afin de déverrouiller les portes d'accès. S'ensuit un combat acharné entre Bud et Coffey, ça se bagarre, ça se met des coups dans tous les sens, ça s'étrangle avec des chaînes, bref c'est la pagaille. Le lieutenant finit par prendre la fuite à bord du rover armé du missile nucléaire et parvient à lancer l'ogive au fond de la fosse. Suite à ça, on assiste à une course-poursuite sous-marine entre Bud et Lindsay qui tentent de rattraper le missile et Coffey qui tente de les arrêter. Ça se rentre dedans, ça se fracasse contre les falaises jusqu'à ce que les deux vaisseaux finissent complètement détruits. Celui de Coffey va donc sombrer dans la fosse et finit par imploser sous la pression, tandis que celui de nos deux héros viennent s'écraser à une centaine de mètres de la station pétrolière. Pris au piège dans la carcasse avec une seule combinaison pour deux, l'eau monte très rapidement. Sans espoir d'être secouru, il ne leur reste bientôt qu'une seule solution. Lindsay décide de se sacrifier afin que Bud puisse rejoindre la station et tenter de la réanimer une fois là-bas. Plutôt risqué comme plan d'ailleurs, mais après tout, pourquoi pas. C'est donc au bout d'une scène particulièrement intense et forte en émotion que Bud parvient à ramener et réanimer Lindsay. Une fois revenu en sécurité, il reste un problème. Vous savez, l'ogive nucléaire lancée plus tôt, elle est toujours en route pour éclater les petits bonhommes roses. Seul problème, la pression est bien trop importante pour permettre à un plongeur de descendre dans la fosse. Vous l'avez ou pas ? Vous vous rappelez de la fameuse scène du liquide expérimental qu'on aperçoit au début du film ? Ils remplissent donc la combinaison de ce fameux liquide et après un court instant d'adaptation, le revoilà parti. Il entame donc sa descente, bat le record de plongée en profondeur et finit par retrouver l'ogive échouée au fond de la fosse. Il la désactive plutôt rapidement mais se rend compte qu'il ne lui reste plus que 5 minutes d'oxygène. Ne pouvant donc pas remonter, il décide de se sacrifier et d'attendre que la mort vienne le prendre. Nous avons donc le droit à une nouvelle scène de suspense au bout de laquelle qui se pointe ? Les petits bonhommes roses. Ils le prennent donc par la main et l'entraînent encore plus profond où on découvre enfin leur vaisseau et le design final des créatures. Afin de les remercier d'avoir sauvé leur miche, les petits bonhommes roses remontent donc Bud et la station pétrolière à l'aide de leur immense vaisseau spatial / sous-marin. Bud retrouve donc les membres de l'équipage sains et saufs sous fond de coucher de soleil et là c'est la fin. Au niveau du casting principal, on a le droit à Ed Harris qui joue donc Bud, le chef de la station pétrolière. Vous avez pu notamment l'apercevoir dans Apollo 13, Truman Show ou Gravity. Sa femme, Lindsay, jouée par Marie-Elisabeth Mastrantonio, alors j'espère que j'écorche pas le nom. Vous avez pu également l'apercevoir dans Scarface ou En pleine tempête. Et Michael Biehn qui interprète donc le lieutenant Coffey à la perfection. Et vous avez pu l'apercevoir notamment dans Terminator, Alien le Retour ou Planète Terreur. Abyss a été un film particulièrement émouvant et compliqué à tourner, notamment par la volonté de James Cameron de tout tourner avec le moins de CGI possible et dans des décors naturels. A savoir que le film a été tourné dans une ancienne centrale nucléaire abandonnée en Caroline du Sud, remplie avec 27 millions de litres d'eau. Les acteurs passaient donc entre 10 à 12 heures par jour sous l'eau, dans une eau glaciale, trop chlorée qui attaquait même les combinaisons. Durant le tournage, il a failli d'ailleurs avoir plusieurs drames, notamment le plus connu qui entoure le réalisateur en personne. Vous le savez, James Cameron a toujours été très investi dans la réalisation de ses films. D'ailleurs, lors de cet accident, ça s'est passé sur une scène qui se déroulait au fin fond d'une cuve. James Cameron était donc dans son scaphandre afin de superviser les éléments du tournage. C'est alors que son réservoir d'oxygène s'est complètement vidé sans qu'il s'en rende compte. L'assistant de plateau chargé de sa sécurité ne regardait pas à ce moment-là et n'a donc pas pu intervenir. Cameron a commencé à manquer d'air et à paniquer. Il a essayé de remonter mais le plongeur de sécurité l'a retenu pensant qu'il paniquait pour rien.
Il a donc arraché son régulateur et a tenté de remonter à main nue sans air. Heureusement, un plongeur lui a tendu un autre détendeur qui ne fonctionnait pas également. Le troisième a donc enfin été le bon et a permis au réalisateur de remonter à la surface. Cameron a notamment déclaré « J'étais prêt à frapper le mec pour survivre ». Il y a d'autres anecdotes sur le tournage, notamment le personnage de Coup de bol qui s'évanouit donc au début du film dans l'USS Montana, s'est réellement évanoui lors de la prise. Sachant que le mec devait s'évanouir à la base, autant vous dire que l'équipe n'a pas forcément paniqué quand elle a vu ça. Également lors de la scène où le personnage de Bud doit traîner le personnage de Lindsay sous l'eau jusqu'à la station, un tuyau d'oxygène s'est coincé et a fait avaler une énorme quantité d'eau à l'acteur. Il a donc paniqué et a déclaré plus tard « Il y a un moment où j'ai pensé que j'allais crever ». Abyss est donc célèbre pour ses petits accidents de tournage, mais également pour ses effets spéciaux pionniers pour l'époque, notamment la fameuse colonne d'eau animée en CGI qui a ouvert la porte à Terminator 2. Il est maintenant temps de donner mon avis définitif sur le film. Personnellement, j'adore Abyss. Alors, si vous vous attendez à un film à la Alien avec des monstres qui arrachent la tête des différents personnages, ça sera clairement pas le cas ici, je vous le dis direct. On est sur un film qui raconte complètement autre chose. Ici, le film nous présente une allégorie de la psychologie humaine où l'homme préférera toujours craindre et détruire ce qu'il ne comprend pas plutôt que de chercher à cohabiter. Le côté huis clos avec le personnage de Coffey qui devient complètement taré petit à petit, victime du mal des profondeurs, est très bien réalisé selon moi et apporte vraiment une atmosphère pesante sur l'ambiance générale au sein de la station. Du côté du couple de protagonistes, ils sont parfaitement interprétés et leur relation apporte vraiment quelque chose au film sans jamais tomber dans la lourdeur. Il y a d'ailleurs plusieurs scènes émotions dans le film autour des deux personnages qui fonctionnent plutôt bien. Concernant les aliens, alors pour moi, le design me fait penser à un mélange entre les aliens dans Indiana Jones 4 et les méduses dans Gang de requins. Autant te dire le mélange assez cocasse. Après, comme j'ai dit plus tôt, le film ne tourne clairement pas autour des aliens. C'est plus un prétexte pour justifier tout le reste du scénario. D'ailleurs, on les voit peut-être 5 minutes, grand maximum dans l'ensemble du film. Concernant les personnages secondaires, ils sont très bien interprétés également et tous plutôt bien développés avec des caractéristiques assez marquantes pour ne pas être juste oubliables. Le film vieillit très bien pour son âge, donc si vous êtes adepte de films huis clos avec une petite touche de monstre et un soupçon de thalassophobie, j'aurais qu'un conseil, foncez vite découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre du cinéma, vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette critique sur le film Abyss. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir ce film qui, il faut le dire, m'a un petit peu traumatisé quand j'étais enfant. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu as pensé du film dans l'espace commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner et activer la petite cloche, c'est très important pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kellogg's. Ciao, ciao.